Allons-y. Comme vous voulez. Très bien. Écoutez, bonjour à tous. Je suis très heureux une nouvelle fois d'être présent parmi vous. Je vais vous parler aujourd'hui d'un spectacle qui va faire l'actualité de la fin de la saison à l'Opéra national de Paris. C'est Platée de Jean-Philippe Rameau dans une production signée d'un metteur en scène que l'on connaît tous qui s'appelle Laurent Pelli. Alors, c'est une production qui a été créée en 1999 et la dernière reprise de cette production date de 2015. Alors, c'est une comédie lyrique, ballet bouffon, en un prologue et 3 actes, donc en langue française, et qui sera donc programmée au Palais Garnier. Donc, votre association a pris 2 dates, le 22, je crois, et le 26 juin. Alors, quelques mots d'abord sur Jean-Philippe Rameau, parce que c'est un compositeur absolument capital de l'histoire de la musique. Donc, Jean-Philippe Rameau, qui signe donc cet opéra Platée, est né en 1683 à Dijon, et c'est incontestablement un des plus grands compositeurs de l'histoire de la musique. Vraiment un des plus grands compositeurs. Alors, c'est quelqu'un qui a commencé au départ en écrivant essentiellement des pièces pour clavecin, des motets, des cantates profanes, de la musique également de scène pour des spectacles comiques qui étaient programmés à la foire. Rameau était un habitué des foires et il a écrit de nombreuses musiques de scène pour des spectacles comiques de la foire. Et puis, à partir de 50 ans, il va se consacrer, donc c'est assez tardif, il va se consacrer à la scène lyrique, il va se consacrer à l'opéra. Et donc, il va écrire un certain nombre de grands chefs-d'œuvre qui, pour la plupart, sont ce que l'on appelle des tragédies lyriques dans la grande tradition héritée de Lully. Alors, on a par exemple Hippolyte et Aricie, Castor et Pollux, les Boréades. Il va écrire également des opéras-ballets, comme les Indes galantes. Enfin, un certain nombre de chefs-d'œuvre. Il va écrire à peu près une trentaine d'opéras pour la scène. Alors, son génie, et c'est ça qui est très important, ne s'exerce pas seulement dans le domaine de l'opéra, mais également dans le domaine théorique. Rameau est un très grand théoricien. Il a laissé 4 traités, dont un traité absolument fondamental qu'il a écrit en 1722 et qui s'appelle donc le traité de l'harmonie réduite à ses principes naturels. Donc, c'est un très grand compositeur, mais c'est aussi un très grand théoricien. Et puis, autre élément qui est important, c'est que comme c'est un novateur, c'est un grand théoricien, un grand compositeur, c'est aussi un grand novateur, Rameau, il a souvent été en décalage par rapport à son époque. Et donc, il va être à l'origine de ce que l'on a appelé des querelles, 2 grandes querelles au XVIIIe siècle dont il est à l'origine. La première querelle, qu'on a appelée la querelle entre les lullistes et les ramistes, elle se fait entre les partisans de Lully et les partisans de Rameau. Pourquoi ? Parce que les partisans de Lully considèrent que Rameau trahit Lully. Il écrit des tragédies lyriques, mais seulement ce ne sont pas des tragédies lyriques qui sont exactement dans le style de Lully. Quand Lully crée la tragédie lyrique, sous Louis XIV, le genre est un genre extrêmement codifié, extrêmement précis, où on a le texte qui est absolument fondamental. Le texte, comme dans la grande tradition de la tragédie à la Corneille ou à la Racine, donc il faut que le texte soit parfaitement compréhensible, il y a une forme d'austérité dans la tragédie lyrique, et puis également l'important, c'est la danse. Louis XIV adorait la danse, donc omniprésence de la danse dans la tragédie lyrique. Et quand Rameau s'empare de ce genre, que va-t-il faire ? Il va le pervertir un tout petit peu. Il va notamment écrire énormément pour l'orchestre. Trop de notes, certains vont lui reprocher, comme on avait reproché, comme Joseph II avait reproché à Mozart dans l'Enlèvement au sérail, d'écrire trop de notes. Tout simplement, les partisans de Lully reprochent à Rameau d'écrire trop de notes, d'être un symphoniste, d'être trop novateur au niveau de l'écriture orchestrale. Et également, on va lui reprocher d'être trop italien, parce que dans la tradition de la tragédie lyrique, on est dans l'esprit de la déclamation à la française, alors que Rameau propose d'une certaine façon des airs un peu plus mélodieux, où la mélodie a son importance, on se rapproche du style italien. Donc, la première querelle, c'est une querelle où les lullistes reprochent à Rameau d'écrire trop pour l'orchestre, d'être trop novateur et d'être un trop grand mélodiste. Et puis, ce qui est très étrange, c'est que quelques années plus tard, il va faire l'objet d'une deuxième querelle
qui est entre 1752 et 1754. Et cette querelle, on va l'appeler la querelle des bouffons. Et là, c'est l'inverse qu'on va lui reprocher. On va lui reprocher de ne pas être suffisamment italien, d'être trop dans la tradition de la tragédie lyrique à la française. Et cette querelle, elle va être très importante, 1752-1754, parce qu'elle va opposer d'un côté le camp du roi et de l'autre le camp de la reine, de la femme de Louis XV. Louis XV d'un côté, la reine de l'autre. La reine, elle, aime l'opéra italien. À l'époque, l'opéra italien prend énormément d'importance, l'opéra bouffe italien prend énormément d'importance, et donc, il y a une coterie autour de la reine qui aime l'opéra italien, et notamment les encyclopédistes. Rousseau, Diderot, d'Alembert vont être des fers de lance, ils vont soutenir l'opéra italien au détriment de l'opéra français. Et de l'autre, on a, autour du roi, les tenants et les partisans de l'opéra de la grande tragédie lyrique héritée de Lully, dont fait partie Rameau. Donc c'est très étrange, c'est à quelques années de distance. Rameau va d'abord être considéré comme trop italien et ensuite il va être considéré comme pas suffisamment italien. En tout état de cause, c'est le propre des génies, il aura souvent été en décalage par rapport à son temps, ça c'est important de le comprendre. Parlons maintenant un peu du coup de Platé et de la jeunesse de Platé. Alors Platé est né dans des conditions un peu particulière. D'abord, le livret est écrit par un certain Adrien Joseph Levallois d'Orville et l'opéra a été créé à l'occasion du mariage du dauphin, du fils de Louis XV, Louis, avec l'infante Marie-Thérèse. Est-ce qu'on pourrait couper les micros? Il y a des micros qui sont ouverts. Si vous pouviez couper vos micros. Merci beaucoup. Donc, à l'occasion donc, des festivités du mariage donc, du fils de Louis XV, du dauphin Louis, avec donc l'infante Marie-Thérèse d'Espagne. Et donc, à cette occasion, fait de nombreuses festivités, dont Platé. 7 spectacles vont être donnés. Il va y avoir notamment aussi La Princesse de Navarre, qui est un autre opéra de Rameau sur un livret de Voltaire. On aura aussi la reprise du Thésée de Lully. Et donc, parmi ces 7 spectacles, Platé. Et comme il y a eu de nombreux spectacles donnés, Platé va passer quasiment inaperçu. Et pourtant, c'est très étrange parce que quand on sait que l'histoire, et on va y revenir, on raconte l'histoire donc d'une nymphe, notamment d'une grenouille qui est laide et vieille, ou en tout cas qui est un peu disgracieuse, il faut savoir qu'à l'époque, on considérait que Marie-Thérèse d'Espagne, donc la future donc, femme du dauphin, était également physiquement disgracieuse. Et donc quelques observateurs avaient osé émettre un rapprochement entre Platé, le sujet de Platé en quelque sorte, et le physique de Marie-Thérèse d'Espagne. Il n'en demeure pas moins que le spectacle donc n'a pas été un succès. Je vous lis donc le témoignage du duc de Luynes. Le duc de Luynes qui était présent à la création de Platé, voilà ce qu'il dit. On exécute le ballet comique de Platé. On ne paraît pas que l'on ait été fort content. La musique, qui est de Rameau, a été trouvée singulière. Il y a cependant des morceaux agréables, mais en tout, ce divertissement a paru trop long et uniforme. Monsieur de Richelieu avait proposé au roi de le faire exécuter le lendemain encore. Il lui en parla 3 fois sans que le roi lui répondît rien. D'ailleurs, le succès le mercredi a fait juger qu'une seconde représentation ne réussirait pas. La curiosité avait attiré un monde prodigieux ici et à peine pouvait-on trouver une place dans la salle. Donc, vous l'aurez compris, Platé n'a pas de véritable succès au moment de sa création. Et il va falloir attendre une énième reprise en 1754 à l'Académie royale de musique, pendant la querelle des bouffons, pour que Platé obtienne le succès qu'il mérite. Un véritable succès qui ne se démentira pas jusqu'à la fin du XVIIIe siècle. Et puis ensuite, l'opéra va disparaître totalement des affiches au XIXe siècle, avant de refaire surface, si je puis dire, en 1956, à l'occasion d'une grande production à Aix-en-Provence. Et c'est à partir de cette grande production à Aix-en-Provence en 1956 que Platé s'impose définitivement, si je puis dire, au répertoire et est une œuvre régulièrement donnée sur les plus grandes scènes internationales. Alors, de quoi parle Platé? Eh bien, il y a un prologue et 3 actes. Dans le prologue, nous avons Thespis, qui est l'inventeur de la comédie, Thalie, qui est la muse de la comédie, Momus, qui est le dieu des rires et des chansons, et l'amour, qui annonce le sujet de la pièce.
la pièce va être une comédie sentimentale moquant la déraison des hommes. Et pour moquer la déraison des hommes, quoi de mieux que de raconter l'histoire de Jupiter qui, pour donner une leçon à Junon, qui est une déesse extrêmement jalouse, va faire croire qu'il est tombé amoureux d'une grenouille, Platée, qui est la reine des marais, qui est une naïade vieille et laide. Et donc, tout le sujet va tourner autour de cette mystification, c'est-à-dire Jupiter faisant croire à Platée qu'il est amoureux d'elle, et Platée ayant l'outrecuidance de croire que Jupiter est amoureux d'elle. Et donc, une comédie sur 3 actes. Et puis finalement, on va aller jusqu'au bout de la comédie, c'est-à-dire qu'un mariage va être organisé, en tout cas un projet de mariage, donc il va y avoir un cortège, divers chants parodiques, notamment qui vont être chantés par la Folie, qui va être présente pendant ces préparatifs de mariage. Et puis finalement, Junon arrive, débarque, comprend qu'elle a été jouée, s'amuse finalement du jeu, enfin en quelque sorte du jeu qui a été joué contre elle, et puis finalement récupère Jupiter. Jupiter revient à Junon et Platée, humilié, va retourner dans ses marécages. Donc on est dans une comédie satirique, mais également dans une comédie qui est assez tragique d'une certaine façon, puisqu'elle naît d'un personnage qui est un personnage ridicule et qui n'a surtout pas conscience qu'il est ridicule. Mais ça reste globalement, bien sûr, une comédie, et c'est ce qui fait le charme, la grandeur de l'œuvre. Alors maintenant, le livret. Le livret, est donc, je l'ai dit, est de Valois d'Orville. C'est une adaptation d'une pièce d'un certain Jacques Ottrau, Platée ou Junon jalouse. Le sujet de cette pièce de Jacques Ottrau est directement tiré d'une œuvre de l'Antiquité qui s'appelle Description de la Grèce par un certain Pausanias, qui était un géographe et voyageur grec qui a vécu en 115 après Jésus-Christ. Donc, la pièce de Jacques Ottrau s'appuie sur une source qui est une source antique. Le librettiste va donc reprendre la pièce de Jacques Ottrau, va respecter fidèlement l'intrigue de la pièce et va par contre réécrire l'ensemble des vers, sauf les vers du prologue, mais sinon tout le reste va être reversifié, si je puis dire, par Valois d'Orville, afin de servir la verve musicale de Rameau. Mais cette source n'est pas la seule. Il y a d'autres sources essentielles pour Platée. La deuxième source, c'est un opéra, en fait c'est une comédie en musique d'un certain Joseph Mouret, qui s'appelle Les Amours de Ragonde, qui a été créé en 1714. Et dans Les Amours de Ragonde, Ragonde est une espèce de vieille fille, un personnage central, c'est une vieille amoureuse ridicule qui est interprétée en plus par un rôle travesti. Comme Platée est un rôle travesti, c'est un rôle de femme, une grenouille chantée par un homme. Ragonde était également un rôle de travesti et donc va servir donc de modèle à Platée. D'autres sources encore, on a par exemple Les Grenouilles d'Aristophane, écrit en 405 avant Jésus-Christ, et enfin, dernière source, Le Carnaval et la Folie d'André Cardinal des Touches, donc, qui a été écrit en 1704 et qui va permettre l'introduction du personnage de la folie. Voilà. Donc on voit qu'il y a de très nombreuses sources pour le livret de Platée, l'essentiel quand même, la source principale, je le répète, étant la pièce de Jacques Ottrau, Platée ou Junon jalouse. Alors, ce qui est très intéressant dans cette œuvre, dans le livret, c'est que à travers la comédie, on va y revenir, il y a une triple satire, en fait, extrêmement habile, mais une triple satire. La première satire, c'est une satire morale, puisqu'il y a une façon, c'est une critique de Platée. On critique tout simplement sa prétention et son outrecuidance. Mais il y a également et surtout peut-être une satire sociale et politique, puisque ce que l'on voit à travers Platée, c'est qu'il n'y a pas de possibilité d'ascension sociale. On a d'un côté le monde des dieux, sous-entendu le monde des aristocrates, de l'autre le monde donc le monde de Platée, le monde des marécages, tiers état, et qu'il n'y a pas de porosité en quelque sorte, il n'y a pas de possibilité donc de déplacement de l'un à l'autre. Et chaque milieu est d'une certaine façon sévèrement critiqué. Le monde des dieux,
c'est un monde fait de libertinage, d'orgueil, de cynisme, de condescendance, d'oisiveté, de cruauté. Le petit monde des marécages n'est guère plus reluisant. Et donc, nous avons, d'une certaine façon, un vrai jeu de massacre dans la façon dont ces deux mondes, qui sont d'une certaine façon inconciliables, sont décrits. Et puis, la troisième satire, mais qui est une satire aussi absolument fondamentale, qui est une satire qui est très audacieuse pour l'époque, c'est aussi la satire du sentiment amoureux. Et oui, le sentiment amoureux qui est le sentiment sacré par excellence au XVIIIe siècle. Et dans Platée, il est moqué, et oui, il est moqué à travers le caractère grotesque, la laideur de Platée, rôle travesti en plus, s'il en est. Donc, on voit bien que l'ouvrage, l'œuvre est très riche, puisque derrière la comédie, il y a une triple, on peut y déceler en tout cas une triple satire. Maintenant, parlons du style de Platée, parce que ça, c'est très intéressant. Si vous allez donc vous regardez la dénomination de l'œuvre, on vous parle notamment sur le site internet de l'opéra, on vous dit c'est une comédie lyrique. Et entre parenthèses, opéra bouffon. Pourquoi? Parce que la terminologie d'opéra bouffon, c'est la terminologie qui était utilisée à l'origine au moment de la création de l'œuvre. La terminologie comédie lyrique a été utilisée par la suite par les musicologues. Pourquoi y a-t-il tant de difficultés à qualifier Platée? Parce que c'est une œuvre hybride, en fait. C'est une œuvre qui est née de plusieurs influences conjuguées. La première influence, c'est l'influence de la comédie, bien sûr. Mais quand on parle de comédie, et c'est ça qui est très intéressant, c'est là où on voit que, d'une certaine façon, Rameau a saisi l'air du temps, c'est qu'à l'époque, au sein de la cour, c'est la tragédie, c'est l'opéra sérieux qui domine, la tragédie lyrique. Il n'est pas de bon ton d'écrire de la comédie. Autant en Italie, on était capable de concilier dès le XVIIIe siècle l'opéra buffa et l'opéra seria, en France, c'est d'abord et avant tout, à la cour, la tragédie. Et donc des sujets austères. Et la comédie n'a pas véritablement sa place. Alors, le courant se développe, il est extrêmement marginal. Et bien qu'il soit marginal, Rameau va s'appuyer sur ce courant qui est en train de se développer pour écrire Platée. Deuxième influence absolument fondamentale aussi, c'est la foire. Je vous ai dit que Rameau avait l'habitude d'aller à la foire. Il a écrit justement des musiques de scène pour la foire. Pourquoi? Parce qu'à la foire va se développer le genre opéra comique, avec l'humour et le vaudeville. C'est à la foire que l'on ose moquer l'opéra sérieux, c'est-à-dire la tragédie lyrique. On trouve des spectacles qui sont des comédies et qui moquent le grand genre. Et Rameau va être très profondément influencé justement par ces spectacles-là. Et Platée est le produit de cette évolution. Il est le digne héritier de ces spectacles de foire qui moquent le grand genre, c'est-à-dire la tragédie lyrique à la Lully. Et donc, du coup, on va trouver, certes, Rameau va respecter en quelque sorte les formes consacrées, j'allais dire de la tragédie lyrique, l'opéra à numéro, c'est-à-dire qu'on va avoir affaire à des passages, des petites pièces symphoniques, que ce soit l'ouverture, des ouvertures d'actes, il y a même une pantomime, à un moment. On va avoir droit également à des récitatifs, on va avoir droit à des airs, et les airs d'ailleurs sont aussi bien dans la tradition française héritée de Lully, cette très grande déclamation lyrique où on fait un sort à chaque mot, mais on va trouver aussi des airs ornementés à l'italienne parce que tout simplement Rameau assume aussi l'héritage italien, c'est ce qui a d'ailleurs été reproché. Donc on va trouver des airs ornementés, par exemple le personnage de Platée a des airs ornementés à l'italienne. Donc on va trouver également aussi un chœur. Le chœur est très présent, comme dans la grande tradition de la tragédie lyrique. Le chœur un peu tragique, comme ça, il est présent de façon récurrente tout au long de Platée. Et puis, on va trouver bien évidemment aussi des danses fondamentales, consubstantielles du genre. Alors, différents types de danses pour l'époque, branle, rigaudot, contredanse, tambourin, menuet, chaconne, musette, passe-pied, tout y passe, mais la danse est omniprésente dans Platée. Donc, on a les formes consacrées. Donc, ce qui fait l'intérêt de Platée, ça n'est pas tant ces passages, en quelque sorte, qui sont des passages obligés de l'opéra, ce que l'on pourrait qualifier de l'opéra à numéro, mais c'est tout simplement l'immense pastiche qu'il y a derrière.
tous les poncifs de l'opéra français, tous ces tics, toutes ces manies, toutes ces routines sont entassés l'un sur l'autre. On a les scènes d'orage, absolument incontournables dans la tragédie lyrique. On a 3 scènes d'orage. On a également une invocation au soleil et aux oiseaux. On a des chœurs de louanges, d'apothéose, d'effroi. On a des scènes à machine, les dieux qui descendent des saints, des transformations, des métamorphoses. On a même à un moment donné un lamento de la pauvre nymphe naïade Platée, hein, un lamento qui est bien évidemment une réminiscence burlesque de ces grands lamenti, des grandes héroïnes tragiques. Donc, l'effet comique, il naît de cette accumulation, de cette densité, cet agrégat de scènes obligées dont, bien évidemment, Rameau se moque. Mais il n'y a pas que ça. L'effet comique, il a d'autres sources qui sont extrêmement habiles. Il y a le texte, le traitement de la prosodie. Ça, c'est absolument fondamental. La façon dont le librettiste va traiter le texte. La langue rythmée, sonore, elle est nerveuse, elle multiplie les onomatopées, les exclamations, les rimes répétées, les allitérations, les assonances en oua qui vont renvoyer au croissement des grenouilles. Tout ça participe également du décollage et de la comédie. Mieux, chaque attitude de la grenouille, chaque expression, chaque geste est musicalement traduit. Dans l'ouverture, une forme de solennité, mais une solennité avide qui va souligner la gaucherie du personnage. On va avoir également des changements de tempi qui vont souligner le désordre et l'incohérence du personnage. On va avoir des notes répétées qui vont souligner son indigence mentale. On va avoir des erreurs d'accentuation et des vocalises sur des syllabes faibles qui vont souligner la maladresse de Platée. Donc, tous ces éléments-là participent consciemment ou inconsciemment pour le spectateur. Il ne s'en rend pas toujours compte, mais participe du décalage et de la comédie. Alors, on a des exemples. Par exemple, à l'acte 1. À l'acte 1, Platée a une ariette, alors ce que d'ailleurs Rameau a qualifié de ariette badine. L'air s'appelle « Que ce séjour est agréable ». Et en fait, cet air va être écrit sur un rythme de menuet, sur une sorte de danse noble de la cour qui est en décalage total avec le ridicule du personnage. On a un autre exemple qui montre le travail fait par Rameau pour justement provoquer ce décalage et donc provoquer l'humour et la comédie. Et ça, c'est un élément qui est encore plus subtil, que seuls les spécialistes dont les spécialistes peuvent se rendre compte, mais c'est intéressant que je le souligne pour montrer le travail fait par Rameau, où fond et forme sont étroitement imbriqués. C'est le travail sur les tonalités. Il faut savoir que Rameau est un théoricien. Et dans son traité, l'harmonie réduit à ses principes naturels de 1722, qu'est-ce qu'il théorise Rameau et qui est très intéressant? Il théorise, mais Charpentier l'avait fait avant lui, il théorise en quelque sorte le lien qui existe, le rapport qui existe entre le choix des tonalités et de l'autre, les émotions, les affects. Les deux sont liés. Or, il se trouve que dans la scène 1 de l'acte 1, nous avons une scène d'orage. Et normalement, la scène d'orage, selon les principes de Rameau, doivent être définis ou décrits musicalement en tonalité de Fa majeur. Or, qu'est-ce que va faire Rameau pendant cette scène d'orage qui est très courte? Il va utiliser une tonalité mineure qui est du coup plutôt dans l'usage de quoi? D'un ton de la douceur. Donc, il va créer inconsciemment le décalage entre ce qui est en train de se jouer, c'est-à-dire l'orage, et une tonalité en mineur. Et juste après, Mercure, le messager donc de Jupiter, descend, et là, il est dans une déclamation qui est assez calme, qui est assez tranquille. Et qu'est-ce que va faire Rameau? Il va utiliser la tonalité de Fa majeur, qui est normalement une tonalité pour l'orage. Donc, il va volontairement décaler la tonalité, la mettre à contre-courant, c'est-à-dire qu'il va prendre le contre-pied de ce qu'il devrait utiliser, tout ça pour créer le décalage et donc tout simplement l'effet parodique. Voilà. Vous voyez donc à quel point il y a une véritable sophistication, c'est-à-dire que Rameau a conscience que le vocabulaire musical lui permet d'exprimer de façon extrêmement précise ce qu'il a envie d'exprimer et de provoquer donc, quand il le souhaite, le décalage. Et bien sûr, cette réussite totale,
se fait parce que Rameau est d'abord un immense théoricien de la musique, mais bien sûr aussi parce que c'est un immense compositeur, c'est un formidable orchestrateur, c'est notamment un génie de l'harmonie. Il est profondément novateur dans le domaine de l'harmonie. Et donc, la puissance orchestrale, son caractère évocateur, c'est-à-dire que Rameau a cette capacité à décrire musicalement par un choix subtil des instruments, par une coloration instrumentale extrêmement habile, il va décrire une tempête, il va décrire des chants d'oiseaux, il va imiter des cris d'animaux, etc., etc. Son orchestre est très évocateur. C'est presque, si j'osais dire, de la musique de film avant l'heure. C'est-à-dire que sa musique, par son caractère imagé, le fait qu'il produise des images permet de faire un lien direct avec ce qui se joue sur scène. Il y a toujours chez lui ce souci de l'adéquation entre le fond et la forme. Il y a toujours ce souci de la théâtralité, de l'effet théâtral, pas l'effet énorme, non, bien sûr, pas outré, mais toujours suffisamment pour qu'il puisse y avoir pour le spectateur une passerelle entre ce qui se passe sur scène et ce que l'on entend à l'orchestre. Il ose même ce que l'on appelle des accords dissonants, des dissonances. Au XVIIIe siècle, c'est profondément novateur pour l'époque, ces accords dissonants. À telle enseigne d'ailleurs ces accords dissonants que les copistes au XXe siècle, lorsqu'ils copiaient, ou en tout cas les imprimeurs, les éditeurs des partitions de Rameau, lorsqu'ils proposaient la partition notamment de Platé, à certains passages où on a des accords dissonants, qu'est-ce qu'ils précisaient? Ils disaient que cette sonorité baroque, les passages baroques, pour être précis, sont voulus par l'auteur. Ils éprouvaient le besoin de le préciser pour dire attention, ce n'est pas nous qui nous sommes trompés dans la copie, nous n'avons pas fait d'erreur, c'est tout simplement voulu, ces dissonances, ces incongruités harmoniques sont voulues par le compositeur. Voilà. Donc on comprend bien, là on mesure bien, si je puis dire, le génie de Rameau et notamment son génie théâtral et musical. Pour conclure sur la musique, je voudrais juste vous citer, pour récapituler un peu ce que je vous ai dit, juste une lettre anonyme qui a été écrite en 1760 à l'occasion de la création des Paladins, qui est le dernier opéra qui a été créé du vivant de Rameau, les Paladins. Et à cette occasion, une lettre anonyme, quelqu'un qui a écrit une lettre, alors on ne sait pas qui, mais qui revient justement sur Platé, qui parle des Paladins et qui parle de Platé. Et voilà ce qu'il dit. Il dit: vous ne nierez pas que Platé, avec son prologue, ses dieux, sa chaconne, est encore un opéra de cour. Je ne disconviens pas qu'il soit nouveau et qu'il mérite de plein droit le titre de comédie lyrique. La parodie en assaisonne la musique toujours à propos. Le plaisir de voir le Parnasse choir dans le marécage où une nymphe batracienne soupire d'amour est incomparable. Je vous accorde qu'aucun musicien avant M. Rameau, n'avait su peindre si habilement le ridicule en musique, ni se moquer avec une telle verve des tournures du vieil opéra. Certes, l'on rit fort dans Platé de voir l'ordre des choses retourner comme un gant, car c'est encore un effet de l'art. Voilà, je trouve que cette lettre synthétise merveilleusement l'art de Rameau dans Platé. Alors donc, vous l'aurez compris, tout est au service de la comédie. Il fallait donc un spectacle qui soit à la hauteur des enjeux, c'est-à-dire conforme, si je puis dire, aux attentes de Rameau avec quelques siècles de décalage. Et incontestablement, le spectacle de Laurent Pelli est en parfaite osmose avec l'esprit, sinon la lettre, du livret et de l'œuvre de Jean-Philippe Rameau. Alors Pelli, je ne vais pas vous le représenter, c'est un grand metteur en scène français qui a monté de très nombreux spectacles à l'Opéra national de Paris, notamment Ariane Naxos, le diptyque espagnol Janis Kiki, L'Élixir d'amour, une production de L'Élixir d'amour qu'on reprend très fréquemment, Jules César de Handel, La fille du régiment, Les Puritains, toutes ces mises en scène sont des mises en scène de Laurent Pelli. Et ce qui fait la force de Laurent Pelli, c'est qu'il a le sens de la vis comica. C'est vraiment le metteur en scène idéal pour tout simplement traduire les effets, la comédie dans une œuvre. Et là, bien sûr, Platé, il est à son affaire. Et donc, non seulement il a le sens de la comédie, Pelli, mais il a le sens surtout du burlesque. C'est ça la force de ces mises en scène, la force du burlesque. C'est-à-dire pas seulement la comédie, mais le travail qui est fait avec les chanteurs, avec les figurants, pour que la gestuelle soit aussi
au service de la comédie. Et non seulement Pelli fait ce travail, mais également la chorégraphe, puisque vous avez compris qu'il y a de nombreuses danses, et donc il travaille donc avec une chorégraphe qui s'appelle Laura Scozzi, et la chorégraphie de Laura Scozzi, qui est très saccadée, qui est tout en dynamisme et désarticulation, renforce le côté décalé et jubilatoire de la mise en scène. Donc c'est vraiment une mise en scène cocasse, déjantée, émouvante aussi à certains moments. La scénographie est extrêmement simple puisqu'on part de quoi? D'une sorte d'amphithéâtre du Palais Garnier, c'est un amphi, et puis progressivement, cet amphi va se désagréger tout au long du spectacle pour se transformer en marécage. Le travail scénique fait le reste, ce travail de direction, si je puis dire, de chanteur fait le reste. Il y a aussi, bien évidemment, tout ce qui est le maquillage, le grimage. Et je vous montrerai des extraits, vous le verrez, mais Platé est absolument désopilante, la robe de Platé est désopilante, il est grimé en vert, il a donc un sac en forme de nénuphar. Le personnage de la folie a une robe, a un costume de partition qu'elle arrache au fur et à mesure, qu'elle donne aux musiciens. Enfin voilà, tout est déjanté, tout est visuel, tout est vraiment extrêmement… il y a beaucoup d'imagination. Voilà, Pelli fait preuve d'énormément d'imagination. On est dans un opéra baroque au sens vraiment propre du terme. Hein. On est dans le baroque absolu. Et donc, Pelli arrive à développer, à approfondir cette veine maroque. Voilà. Donc, c'est un spectacle, c'est une des plus belles réussites au répertoire de l'Opéra national de Paris. D'ailleurs, c'est une production qui a fait l'objet d'une captation. Donc, vous trouvez le DVD dans le commerce. Donc, voilà, hein, c'est un des très grands spectacles de l'Opéra de Paris sur ces 30-40 dernières années. C'est très important de le préciser parce que finalement, ce spectacle, il est non seulement génial d'un point de vue musical, hein, c'est un des grands chefs-d'œuvre de Rameau, mais également, c'est le spectacle aussi, c'est un spectacle total parce que le travail que fait Pelli est à la hauteur de la qualité de l'œuvre. Alors, en plus de ça, autre avantage, c'est que nous aurons donc Marc Minkowski qui dirige son orchestre des musiciens du Louvre. L'orchestre des musiciens du Louvre et Minkowski, on les connaît, ils ont longtemps été spécialistes du baroque, ils connaissent parfaitement ce répertoire, et Minkowski, s'il y a bien un directeur musical, un chef d'orchestre qui connaît Platé, c'est bien lui. C'est lui qui était présent à la création de la production, c'est lui donc qui a fait de nombreuses reprises, qui a été présent lors de nombreuses reprises de la production de Platé. Il était encore là en 2015, à la dernière reprise de la production, c'est Minkowski qui dirigeait. Voilà, donc c'est l'homme de la situation pour diriger Platé. Dans la distribution, alors je vais juste vous passer maintenant, si vous le voulez bien, un petit diapo, enfin un PowerPoint pour que vous ayez la distribution à l'esprit. Ah, j'arrive pas. Si, partager mon écran. Ah, voilà. Normalement, c'est bon. Voilà, c'est bon. Là, c'est bon, parfait. Merci beaucoup. Est-ce que vous voyez le PowerPoint? Est-ce que vous le voyez? Oui. Parfait, merci beaucoup. Alors, donc voilà, donc pour que vous ayez sous les yeux la distribution. Alors, dans le rôle de Thespis, nous aurons Mathias Vidal, qui est un ténor français, qui donc est un spécialiste, un ramiste absolument hors pair, c'est un styliste magnifique, Mathias Vidal. Donc, il chantera le rôle de Thespis. Dans le rôle du satyre de Cithéron, Nahuel Di Piero, qui est une basse argentine et qui a fait ses classes à l'Académie de l'Opéra national de Paris. Donc, il y a quelques années, il était à l'Académie. Marc Moyon, dans le rôle de Momus, c'est en même temps un ténor et un baryton. Il a les deux tessitures. C'est lui aussi un spécialiste du répertoire baroque, mais aussi de la Renaissance, puisqu'il faut savoir que Marc Moyon est professeur à la Sorbonne. Il est professeur de musique profane de la Renaissance.
depuis 2018. Donc vraiment, c'est un fin connaisseur du répertoire de la Renaissance et du répertoire baroque. Dans le rôle de Thalie, nous aurons Julie Fuchs qui connaît très bien son rôle très virtuose, qui était déjà dans la reprise de la production en 2015, c'était elle qui était la folie, et qui chantera en alternance. Vous aurez Julie Fuchs. Donc, bon, je vous parle comme ça d'Amina Idriss, vous ne l'aurez pas, c'est une soprane égyptienne qui sera dans la deuxième distribution et qui était notre Manon en 2020. L'amour clarine, ça sera Tamara Bounazou, qui fera ses débuts à l'Opéra de Paris, donc qui est une soprane française et qui sera d'ailleurs présente l'année prochaine dans le cadre de la reprise de la flûte enchantée où elle chantera le rôle de Papagena. Et enfin, Platé, c'est Lawrence Brownlee, c'est un ténor américain qui est un habitué de l'Opéra national de Paris, qui vient régulièrement chanter dans notamment le répertoire rossinien, la Cenerentola, le Barbier de Séville, enfin voilà. C'est un ténor qui a beaucoup chanté dans le répertoire rossinien chez nous. Alors, à préciser d'ailleurs que c'est une originalité d'avoir choisi un ténor. Généralement, dans ce rôle, je vous parlais de rôle travesti, on choisit souvent un haut de contre ou un contre-ténor. Bon, voilà, le choix de l'opéra est de choisir un ténor pour Platé. Nous verrons ce que cela donnera. Voilà, avant de vous passer des extraits, alors je ne sais pas si je vous passe les extraits maintenant et ensuite on passera aux questions si vous le souhaitez, ou d'abord les questions et ensuite je vous passe les extraits comme vous le souhaitez. Non, pas de retour. Bon, écoutez, je vais vous passer du coup, je vais vous passer les extraits. Alors, en attendant que Bruno retrouve les extraits, pour Lawrence Brownlee, nous l'avions vu également au Metropolitan, où il jouait bien sûr les mêmes pièces rossiniennes. Hein. Donc, c'est quand même aussi un habitué du Metropolitan, ouais, autant que de l'Opéra national de Paris. C'est un grand ténor bien connu du bel canto. Oui, non, mais en fait, ce que j'arrive pas, c'est que j'arrive pas à réouvrir, à agrandir l'écran parce que je voudrais. Attendez. Attendez, je reviendrai. En fait, sinon, vous n'allez pas avoir. Pourquoi je n'arrive pas à ouvrir? Ah, peut-être ça. Pourquoi je n'arrive pas à ouvrir le. Bon, je vais essayer, je vais passer, mais j'ai peur de ne pas partager l'audio. Dites-moi si vous entendez, le son ou pas. Oui, oui. Parfait. Donc, je vous le passe en grand. Alors. Voilà pour le premier, c'était le trailer. Je vous passe maintenant un extrait, l'extrait de La Folie, hein, qui est un passage virtuose et qui est chanté justement par Julie Fuchs.
mise en scène excellent, quoi, pour réfléchir. Est-ce que monsieur ou madame Gantier pouvaient couper leur micro, s'il vous plaît? L'amour se sent comment éteigner son flambeau, la métamorphose, la métamorphose, la métamorphose, Voilà, et puis un troisième air très significatif, l'air de Platée. Alors, il est avec Cithéron ici, pas avec Jupiter, parce que je ne voulais pas préciser au tout départ, avant de tomber amoureuse de Jupiter, Platée est amoureuse de Cithéron, qui est un roi de Grèce, puisque tout se passe justement au pied du mont Cithéron. Et donc voilà, donc elle est au départ amoureuse de Cithéron, et donc l'air que chante Platée est un air pour Cithéron. Un lamento, bien sûr, voilà, une parodie. Je m'attendris, cruelle, tu ris, je vois à tes mines que tu me devines. Charmant vainqueur, ne veux-tu point, ne veux-tu point, mais non, tu déraignes mon cœur. Serais-tu si timide? Non, tu n'es qu'un perfide. Non, un perfide envers moi, envers moi, envers moi. Dis donc, pourquoi, quoi, dis donc pourquoi? Dis donc pourquoi? Dis donc pourquoi? Apaisez-vous à la semaine de Mercure. Il descend des cieux, je le vois. Mercure, oh, ce petit, sans doute, les gens le dirent que quelques yeux remplis d'amour. Quoi, dis donc pourquoi? Voilà donc 3 extraits de cette production de Laurent Pélis, production du Platée de Jean-Philippe Rameau. Voilà, donc si vous avez des questions, des remarques, je rebondirai ensuite sur notamment le ténor qui est distribué dans Platée. Est-ce que vous les uns et les autres avez des questions? Non, pas spécialement de mon côté. C'est une très bonne présentation, je vous remercie. D'autant plus que je ne connaissais pas du tout cet opéra, donc c'est vraiment très clair et je vous en remercie beaucoup. Merci à vous. Merci, Nicole. Moi, de mon côté, j'ai une question. Nous l'avions vu, il me semble, en 2009, dans le cadre du club. Et quelles sont les différences que nous allons trouver à la fois dans la mise en scène et sur le plan musical et des chanteurs? Alors, au niveau de la mise en scène, vous ne trouverez aucune différence, hein, c'est une reprise. Au niveau des chanteurs, alors j'ai plus les chanteurs en tête, donc après c'est chaque spécificité. Je pense, alors en 2009, il faudrait juste que je vois quelle était la distribution, mais je pense qu'en 2009, comme d'ailleurs quasiment dans depuis 99, on a donné dans Platée, il y avait donc un contre-ténor ou un haut contre. On n'avait pas de véritable, c'était pas un ténor. Vraiment, me semble-t-il, la spécificité de cette reprise-ci, c'est de le confier à un ténor.
ça peut être un avantage, mais aussi un inconvénient. Enfin, parce que le personnage, je le répète, se veut être un personnage travesti. Ça joue l'originalité, la comédie fonctionne aussi sur cette dimension-là, et ce caractère, ce côté travesti, me semble-t-il, apparaît mieux avec un haut de contre ou un contre-ténor qu'avec un ténor. D'ailleurs, c'est si vrai que c'est pour ça, enfin, quand par exemple, on est dans la tradition des rôles travestis, dans notre sens, par exemple, Roméo des Capulet des Montaigu qu'on confie à une mezzo, ce genre de choses, le rôle travesti est confié à une femme, donc à une voix un peu plus aiguë que si on le confiait à un ténor. Et bien là, dans le rôle de Platée, il faut un timbre qui soit un timbre assez clair, assez haut, et c'est certain aussi, et un timbre beaucoup plus, j'allais dire, hybride, un plus mixte, et cette mixité-là, on la trouverait mieux chez un contre-ténor, par exemple, que chez un ténor, qui est une tessiture un peu plus basse. Voilà. Donc, c'est peut-être la grande différence. Après, pour les autres rôles, je pense qu'il n'y a pas de différence fondamentale, d'autant plus que finalement, le rôle essentiel, c'est le rôle de Platée. Bon, le rôle de Jupiter est aussi assez important, mais sinon, ce ne sont pas des énormes rôles. Le rôle, par exemple, de la Folie, qui va être chanté ici par Julie Fuchs, c'est un rôle qui arrive de façon qui arrive tout à coup. C'est très sporadique, c'est très ponctuel, en fait. C'est brillant, c'est un rôle extrêmement brillant. Lorsqu'elle arrive, tout le monde retient le passage de la Folie, mais finalement, ce n'est pas un rôle très, très développé. Bon. Donc, c'est pour ça que les différences entre les distributions ne sont pas énormes. Je pense que là, la véritable différence, elle se situe dans le choix de la tessiture de Platée, qui sera une tessiture de ténor. Voilà. Alors, c'était, pour répondre à la question, Martine, c'était Paul Agnew que nous avions vu à l'époque, oui. en 2009, dans le rôle de Platée, et Mireille Delinge, qu'on avait vu dans le rôle de Thalie et la Folie. Ouais. Alors c'est vrai que Paul Agnew, alors oui, alors pour le coup c'est un ténor aussi, Paul Agnew, mais seulement c'est un ténor qui est, la voix est claire, elle est très, je dirais, c'est quand je qualifie de voix mixte, c'est une voix qui est très 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 baroque en fait, hein, la voix de Paul Agnew. Donc oui, c'est un ténor, mais c'est un ténor, oui. Baroqueux. Comment? Baroqueux. Voilà, baroqueux. Alors que, très clairement, enfin, Lawrence Brownlee, en fait, c'est la grande question que j'ai, en toute honnêteté, mais ça ne doit pas changer le rapport que vous avez à l'œuvre, et je pense que, je le répète, c'est une production absolument incontournable qu'il faut aller entendre, qu'il faut aller voir. Mais en essayant maintenant d'être dans l'analyse, l'objectivité, c'est aussi ça, hein, mais l'interrogation que j'ai dans le choix de Lawrence Brownlee, ce n'est pas seulement dans le choix de la tessiture, parce que c'est un ténor qui est essentiellement un ténor rossinien. Donc c'est vrai que je ne suis pas convaincu, je n'ai pas regardé son historique, mais je ne suis pas sûr que Brownlee soit un habitué de ce type de répertoire du XVIIIe siècle. C'est la première observation. Et surtout, et c'est ça qui est capital, c'est que c'est ce qu'on appelle la déclamation lyrique. C'est-à-dire que ça aussi, j'aurais pu vous dire la différence, quelles que soient les distributions qui ont été proposées depuis 1999, pour moi, la différence se fera pas seulement sur les tessitures, elle se fera sur la capacité de chanter le français. Pourquoi? Parce que vous l'aurez compris, la prosodie participe, le travail sur la sonorité, la couleur de la langue, le rythme et tout ça participe de la comédie. Les allitérations, les assonances et tout ça. Donc, si vous avez un chanteur qui ne maîtrise pas bien le français ou chante le français comme ça, comme il peut, presque en l'ayant appris de mémoire, ce genre de choses, ça ne peut pas fonctionner. Il faut quelqu'un qui soit un styliste hors pair et qui comprenne ce qu'il chante et surtout fasse résonner cette langue. C'est capital. On est dans, je le répète, la tradition de la déclamation. Certes, il y a aussi de l'air ornementé, on est aussi dans la tradition du chant italien, mais pour autant, quand même, Rameau, ça reste dans la grande tradition de la tragédie lyrique à la française, donc de la déclamation lyrique. Et la déclamation lyrique, un sort est fait à chaque mot. C'est absolument capital. Il faut être un styliste hors pair dans ce rôle pour donner la pleine mesure du rôle, en quelque sorte, qu'on comprenne tout. Il faut tout comprendre, absolument tout, comprendre les nuances et surtout entendre justement ces sonorités si spécifiques. Et c'est la grande interrogation que j'ai, peut-être que ce sera très bien par rapport à Brownlee. C'est la grande interrogation que j'ai. Voilà. C'est un ténor américain, de mémoire, je crois qu'il est américain. C'est la grande interrogation que j'ai, c'est sur le style. Voilà, sur cette capacité, sur cette adéquation entre le style et le chanteur. Voilà. Je ne sais pas si j'ai été clair là-dessus, mais voilà, c'est important.
Non, c'est très clair. La déclamation, le style déclamatoire, il faut bien comprendre, hein, la tragédie lyrique, c'est très intéressant cette histoire parce que la tragédie lyrique, c'est bien ça, c'est l'idée pour Lully de transposer en musique, d'en faire un grand spectacle bien sûr, mais de transposer en musique ce qui se fait dans la grande littérature à cette époque. J'ai cité Racine, Corneille et tout ça, la grande tragédie. Hein. Et la grande tragédie, c'est la versification, c'est la poésie du texte, c'est la musique des mots. Et donc, Lully veut traduire ça en musique. C'est pour ça qu'à un moment donné, tous les tenants de l'opéra italien sont critiqués par les défenseurs de la tragédie lyrique parce que le texte d'abord. La mélodie, c'est une chose, mais il faut d'abord entendre le texte. La sonorité, la poésie, le texte et doit être mis en valeur. C'est capital. Alors que dans le chant italien, souvent, alors ce n'est pas systématiquement le cas, au cours du 19e siècle, on est de plus en plus dans un primat du texte, mais à un moment donné, on est dans la grande tradition du bel canto, du chant ornementé, et le chant ornementé, c'est la ligne mélodique, c'est la ligne de chant qui est importante, et pas forcément les mots, c'est d'abord la ligne de chant. C'est l'hédonisme vocal. Dans le chant italien, on est dans l'hédonisme vocal. Dans la grande tradition de la tragédie lyrique, on est dans une forme d'austérité, on est dans la recherche de la simplicité, de la vérité. Et Gluck, par la suite, renforcera cette dimension-là par sa réforme justement de l'opéra seria italien. Et il s'inscrira dans la grande tradition de la tragédie lyrique. Mais le chant, c'est d'abord et avant tout, dans l'opéra français, hérité de Lully, c'est d'abord et avant tout le texte. C'est pour ça qu'on parle de déclamation lyrique. Donc le texte, avant tout. Donc c'est pour ça d'ailleurs que, et je parle de Platée, mais je pourrais vous citer des tas d'opéras que je suis allé entendre, que ce soit à l'Opéra de Paris ou ailleurs. Pour moi, l'opéra français, et c'est parce que je suis français, peut-être que les Italiens ont cette même exigence sur la diction à l'italienne, les Allemands la diction allemande, mais très clairement, ce qui fait une grande distribution dans un opéra français, c'est la capacité des chanteurs à chanter dignement le français, avec tout ce que ça implique. Parce que le style français repose là-dessus, sur une excellence de la diction, et qui se prolonge tout au long du 19e siècle. Et puis ensuite, on a Debussy. Debussy n'invente rien, il s'inscrit également dans une tradition. La déclamation debussiste, c'est une déclamation qui est héritée de Lully, incontestablement. On est dans la grande tradition de cette déclamation lyrique à la française, bien sûr. Et comme disait Jean-Jacques Rousseau, le français ne se prête pas à la musique. Raison pour laquelle l'italien se prête à la musique, et c'est la raison pour laquelle, effectivement, la déclamation est particulièrement importante en français. Exactement, tout à fait. Tout à fait. C'était la deuxième querelle. Là. Exactement, c'était la deuxième querelle. Mais c'est la deuxième querelle, mais bon, c'est amusant parce que Rousseau était d'abord un partisan de Lully. Bien sûr, bien sûr. C'est ça qui est amusant, c'est qu'il y a des renversements de tendance, si je puis dire. Et le paradoxe aussi, ce qui est assez drôle, c'est que dans la querelle des bouffons, Rameau était accusé d'être trop français, pas suffisamment italien, et les Italiens ont récupéré Lully, qui était d'origine italienne. Et on nous explique dans la querelle des bouffons que Lully était plus italien bien évidemment que les Français. Et donc, ils ont récupéré Lully, alors qu'au départ, Lully était considéré comme trop français et c'est lui l'inventeur de la tragédie lyrique. Donc, c'est amusant. C'est le renversement des alliances, là. C'est le renversement des alliances, tout à fait. Et alors, dans une chose intéressante aussi, c'est que c'était un rôle travesti. Et donc, l'opéra seria fait beaucoup de rôles travestis, c'est normal. Et l'opéra seria existe à peu près partout, dans toute l'Europe, sauf en France. Et donc, la France était totalement rétive à l'opéra seria, alors que la totalité de l'Europe faisait de l'opéra seria. On a eu les abonnés du club sont allés écouter Handel. Bon, il est tout à fait clair que là, on est vraiment dans l'opéra italien typique, l'opéra seria, les rôles de travesti. La différence, en fait, c'était pas du tout genré. On pouvait parfaitement, c'était la voix qui prédominait, que ce soit un rôle de femme qui joue un homme ou d'homme qui joue une femme, ça n'a aucune importance. Ce qui était important, c'était le primat du rôle et de l'affect. Bon. Exactement. Alors que dans l'opéra français, le travesti, c'était pas tout à fait ça, et certainement pas le travesti à la Platée où un homme joue un rôle de femme. Là, c'est comme l'horreur absolue. C'est l'horreur absolue. Mais c'est une horreur absolue. Mais ce qui est intéressant, c'est que justement, la tragédie lyrique naît justement, j'allais dire, des défauts de l'opéra seria. C'est-à-dire que la tragédie lyrique est à l'opéra seria ce que l'opéra comique est à l'opéra buffa.
C'est tout. Et donc, mais c'est justement ça qu'il faut comprendre. Et c'est pour ça, moi, souvent, dans le travail pédagogique que je fais, j'insiste beaucoup là-dessus, c'est-à-dire que sur les différences des genres, justement, de bien comprendre qu'il y a un genre spécifiquement français. Et d'ailleurs, c'est si vrai, c'est très intéressant que finalement, la tragédie lyrique à la française, Lully connaît bien ses Italiens. Parce que la tragédie lyrique à la française et la notion de déclamation, elle s'inscrit dans la continuité d'un Monteverdi. Monteverdi, quand il invente l'opéra, avec Orphée, il est dans cette tradition-là. L'opéra du début du XVIIe siècle, ça n'est pas un opéra ornementé, ça n'est pas du bel canto. L'opéra italien évolue vers le bel canto et vers le primat de la voix, du chant et de l'hédonisme, au détriment du texte, du sens du texte, ce que voulait Monteverdi. Donc, du coup, la tragédie lyrique, d'une certaine façon, le style français, revient aux sources, c'est-à-dire s'inscrit dans la continuité de ce que voulait Monteverdi, dans le rapport du texte et de la musique, mais avec le primat du texte, le sens du texte. Vous écoutez Orphée de Monteverdi, c'est du théâtre lyrique, c'est du théâtre, d'accord ? C'est le texte, c'est le primat du texte. Donc on revient à cette origine-là, l'opéra primitif, si je puis dire, qui d'abord et avant tout met le texte à l'honneur. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose aussi, sur laquelle j'insiste souvent, c'est parce que souvent, la grille de lecture que j'ai pour parler des opéras, pour classer les opéras, je parle de classicisme et de romantisme. Parce que finalement, la notion de classicisme et la notion de romantisme, alors la notion de romantisme s'applique essentiellement à partir du 19e, mais la notion de classicisme est une notion beaucoup plus ancienne qui peut s'appliquer très en amont et notamment sous Louis XIV. Louis XIV, on dit souvent d'ailleurs que c'est le siècle classique. Les lettres classiques, Louis XIV, ce sont les lettres classiques. C'est quoi le classicisme ? Le classicisme, c'est la recherche d'abord et avant tout de l'harmonie, de l'équilibre, le refus de la grandiloquence et de l'exagération. C'est la raison pour laquelle la France rejette l'opéra seria, qui est dans l'hédonisme, dans l'outrance, entre guillemets, l'outrance vocale avec tout ce que ça implique. On revient à la raison, à la nature, si je puis dire, ou en tout cas à la simplicité, à l'équilibre, à la recherche avant tout de la lumière, parce que chez les romantiques, il y a un tropisme d'une certaine façon pour l'obscurité, chez les classiques, il y a un tropisme pour la lumière. Et on revient aux sources, l'Antiquité, etc. La Renaissance, c'est aussi le retour à l'Antiquité. Mais on est toujours dans cette recherche de l'équilibre, classique. Le siècle de Louis XIV, c'est d'abord et avant tout ça. D'ailleurs, les jardins à la française sont des jardins qui sont extrêmement organisés, parce que c'est le primat tout simplement de la raison. La Révolution française ne pouvait pas naître ailleurs qu'en France, parce que la Révolution française, le primat, le retour à la raison, le primat de la raison, mais n'oublions pas que sous Louis XIV, on est déjà sous ce primat-là, ou en tout cas sur la nécessité de l'organisation, de l'ordonnancement et de l'équilibre. Et donc, la tragédie lyrique est le pur produit de ce classicisme-là, cette notion de classicisme. L'Italie est autant baroque que la France est d'une tradition qui est une tradition classique. Et c'est la raison pour laquelle toute la musique française est influencée par cette notion de classicisme. Même les romantiques français du 19e siècle sont influencés par ce classicisme. Rares sont les compositeurs français qui sont de purs romantiques, alors que chez les Allemands, on trouve de purs romantiques. Chez les Français, on trouve souvent des classico-romantiques, mais des romantiques purs, on en trouve très peu. Berlioz a commencé comme un romantique. Et puis, à un moment donné, il a, si je puis dire, pas renié tout son passé, mais quand on l'interrogeait, il disait « mais moi, je ne suis pas un romantique. Hein. » Il y a des lettres qui le disent « je suis un classique » parce que toute la tradition française s'inscrit dans ce classicisme-là, cet ordonnancement, ce souci de l'équilibre, ce souci de la forme. C'est la raison pour laquelle l'orchestration française est une orchestration très claire, mise autant l'orchestration germanique est une orchestration qui est plus sombre, autant l'orchestration française a toujours ce souci de la clarté, de la pureté, en quelque sorte, cette pureté classique. Et toute la musique française est profondément conditionnée par la notion de classicisme. Les compositeurs français sont plus influencés par Mozart qu'ils ne sont par les compositeurs romantiques du 19e siècle. Mozart est souvent leur grand totem. C'est Mozart et avant tout Mozart. C'est Bach, c'est tout ça. Ce sont ces compositeurs, d'une certaine façon, qui sont dans une recherche de la pureté, de la clarté, de l'ordonnancement. Donc, on ne comprend pas la musique française et on ne comprend pas la différence qui existe entre la musique française et notamment la musique italienne ou la musique germanique si on n'a pas conscience qu'on va puiser dans une tradition qui est une tradition classique, une volonté d'organisation, de sobriété et un refus
de la grandiloquence. C'est la raison pour laquelle aussi tous les musicologues français méprisent tous les compositeurs dont ils estiment qu'ils sont trop sentimentaux, tout ça. Il y a ce profond mépris pour cette veine sentimentale dans la musique française parce que, bien évidemment, ça n'est pas, c'est le contraire de l'élégance, c'est le contraire de la respectabilité, c'est le contraire de la tenue, de la mesure, qui est une mesure toute classique. Voilà. Donc, toute la grande tradition, la musique française s'inscrit dans cette tradition du classicisme, qu'on le veuille ou non, mais c'est vraiment un point absolument fondamental pour la comprendre. Et Rameau fait partie de ça, même s'il écrit un opéra qualifié de baroque, si je puis dire, bien sûr, dans son originalité, tout ce qu'on veut, bien sûr, mais Rameau reste un grand tendeur. D'ailleurs, il écrit des traités, donc c'est un intellectuel, c'est quelqu'un qui rationalise, c'est quelqu'un qui organise, qui sait exactement où il va. Et dans tout ce que je vous ai décrit dans Platé, cet ordonnancement, ce rapport entre le fond et la forme, cette façon dont il utilise le lexique musical pour parvenir à un maximum d'effets théâtrales et dramatiques, bah, tout ça, c'est une organisation de la pensée avec tout ce qu'elle implique. Je ne sais pas si je suis clair. Ah, totalement clair, comme toujours. Non, mais on voit bien, et enfin, ayant écouté Handel il n'y a pas très longtemps, et ayant écouté d'autres œuvres romantiques après, avant plutôt même, on voit bien, on entend bien on entend bien cette différence et cette clarté. On a commencé l'année avec Péléas et Mélisande. Bon, voilà, on verra bien la liaison entre les deux. Exactement. J'ai souvent tendance à dire d'ailleurs que l'opéra romantique n'est qu'un prolongement de l'opéra baroque à la Handel. D'ailleurs, on le voit très bien, c'est que on parle de bel canto baroque et puis ensuite on prolonge vers le bel canto romantique. Donc on a d'un côté toute cette veine qui travaille sur la mélodie, qui travaille sur la fioriture, qui travaille sur tout ça, qui est donc dans cette dimension baroque, hein, puisque baroque, ça vient de barocco en portugais, hein, qui veut dire, je crois, inégal ou quelque chose comme ça. On est dans cette idée-là. Et puis, on a toute la veine de l'autre côté, qui est de la veine de l'ordonnancement, de l'organisation, de la raison et finalement de l'équilibre. On a deux écoles qui sont différentes, finalement. Moi, j'aurais une question pour vous. Bonsoir. J'ai vu une représentation de Platé en 2014 à l'Opéra Comique. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Non. J'en garde un souvenir merveilleux. Et bon, je voulais savoir si quelqu'un l'avait vu et quelles seront les différences. Mais enfin, je verrai. J'en vois déjà là en voyant votre présentation. Ouais. Non, hélas, je n'ai pas vu cette production de 2014 à l'Opéra Comique. Non. Mais je pense à toutes les personnes qui ont vu la production, quel que soit, enfin qui ont vu Platé, que ce soit cette version de 2009 qui a laissé beaucoup de souvenirs à beaucoup de personnes, ou celle de l'Opéra Comique. En fait, c'est l'œuvre elle-même qui est extraordinaire. Exactement. Et après, il va y avoir retrouvé un metteur en scène qui arrive à ne pas la dénaturer et qui arrive à la mettre en valeur, ce qui est le cas de Pelli. Mais c'est une pièce qui est extraordinaire. C'est une pièce qui vous avez raison d'assister sur le côté travesti, parce que bien évidemment, pour l'époque, c'est une nouveauté. Dans l'opéra français, c'est une nouveauté absolument. C'est même un scandale. C'est même un scandale. C'est un scandale. Et on le verra bien au XIXe siècle, où effectivement, on a considéré, une des révolutions du XIXe siècle, on a considéré qu'un rôle d'homme distribué par une femme, c'était une horreur absolue. Alors, le pire étant les rôles de femmes joués par des hommes. Ouais. C'est vraiment le propre du castrat. Bon, ça, c'est totalement faux. Mais, écoutez, je pense, enfin, on pourrait peut-être terminer sur cette citation que j'avais mise dans la petite annonce. C'est un opéra-ballet, un opéra bouffon, en tout cas, l'une des œuvres les plus drôles, les plus joyeuses, les plus dérisoires et les plus ironiques du théâtre lyrique de tous les temps. Voilà ce que dit Pierre-Jean Rémy dans son dictionnaire amoureux de l'opéra à propos de Platé. Je pense que c'est un bon résumé, en plus de l'analyse très fine que vous avez faite de cette œuvre qui termine l'année sur un grand sourire et voire un grand rire pour certains. Un grand rire sarcastique. Oui, bien sûr. C'est un grand rire sarcastique parce qu'il y a du fond, il y a de la comédie, et puis derrière, il y a un certain nombre, comme je le disais tout à l'heure, des satires, et donc il y a des choses aussi qui se disent sur l'époque, extrêmement habiles, très finement glissées, mais dites quand même. Voilà.
ça qui est très bien. Et qui peut même s'étendre sur d'autres époques. Et tout à fait, qui peut même s'étendre sur d'autres. Donc c'est une œuvre universelle et finalement, j'allais dire intemporelle. Oui, mais comme l'est Shakespeare, et voilà, et voilà, Falstaff, hein, il y a Platé, Falstaff, même combat. Oui, tout à fait. Non, c'est une œuvre incontournable, absolument incontournable du répertoire. Et puis, je le répète, c'est une production qui est depuis 1999, hein, aucun directeur, donc j'ai connu 4 directeurs, je crois que c'est mon 5e maintenant, aucun directeur n'a souhaité changer la production de Platé. On le donne très régulièrement, on conserve systématiquement la production de Pelli. Personne n'y est. Certains parlent même du Holiday on Ice de Garnier. Oui. Ouais, non, mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai que c'est la énième reprise. Je ne les ai pas comptés, hein, mais on le reprend à peu près tous les 3 ou 4 Platé, hein, quasiment. C'est tellement bon, on s'en lasse pas. Voilà, exactement. Et puis, bon, on a une distribution, je le répète, hein, c'est une très belle distribution. On a vraiment des spécialistes du répertoire. Bon, le ténor, il faut voir Brownlee, que j'aime beaucoup par ailleurs, c'est une très belle voix, Brownlee. Mais il faut voir ce que ça donnera dans Platé. Mais sinon, le reste de la distribution est à la hauteur des exigences. Hein. Moyon, moi, je ne connaissais pas du tout Marc Moyon, qui fait ses débuts à l'Opéra de Paris, mais quand j'ai vu son pédigré, notamment, qui sera Momus, mais c'est vraiment un très, très grand spécialiste de cette période. Il est également professeur à la Sorbonne. Oui. Donc voilà, ce sont des pointures. Ils n'ont pas choisi, la distribution n'a pas été choisie au hasard. Non, c'est une très belle distribution. Voilà, tout à fait. Parfait. Mais écoutez, il me reste à vous remercier encore pour cette très belle présentation et cette envie que vous nous donnez de retourner voir déjà ce chef-d'œuvre. Et puis encore merci. Et puis je crois qu'on ne se reverra pas cette année puisque c'est le dernier spectacle de l'année. Donc je voulais vous remercier à la fois pour la présentation de ce jour et puis pour non pas l'ensemble de votre œuvre, mais en tout cas l'ensemble des présentations que vous avez faites pour le Club Opéra, en espérant vous voir l'année prochaine pour nos spectacles de l'an prochain. Ah, bien sûr, ça va être passionnant en plus. Il y a de très, très beaux spectacles la saison prochaine. Voilà. Ouais. Merci à tous. Très bien. Merci beaucoup. À vous. Merci. Pour votre écoute. Merci bien. Au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir.